Cray, petite ville de la Drôme comptant 8300 habitants et se situant à 25 km de Valence. Fondée au Xe siècle, Cray et son centre ancien sont surplombés depuis près de 900 ans par le plus haut donjon de France. La fondation officielle de Cray est attribuée à la famille des Arnaud, à qui la ville doit son nom originel de Christa Arnaldorum ou Crête des Arnaud. En 1426, le roi Charles VI rattache Cray au royaume de France. Au cours des siècles suivants, la ville est cédée à divers souverains successifs dont César Borgia en 1498, Diane de Poitiers en 1548 et plus longuement aux Grimaldi qui seront seigneurs de Cray de 1643 à la Révolution française. Le 26 janvier 1632, le roi de France, Louis XIII, publie un édit ordonnant la destruction totale de la citadelle de Cray, mais, à la requête des consuls de Cray, la tour sera épargnée. C'est là que commence son rôle de prison, où sont enfermés les libertins, des opposants, puis en grand nombre des protestants à la suite des guerres de religion, et plus tard les opposants au coup d'État de Napoléon. Chaque année, durant la période de la Pentecôte, Cray devient une ville médiévale où se mêlent tradition, histoire et chevalerie. Mistral TV vous propose à travers ce reportage de vous faire replonger dans une époque mythique où le Moyen-Âge est très bien représenté. En plus des traditions historiques répétées lors de ces fêtes médiévales, nous retrouvons également des traditions culinaires, dont cette merveilleuse défarde crétoise. C'est au quai Maurice-Fort que nous retrouvons Jean-Louis Brun, membre de la confrérie de la Défarde. En 2005, on crée la confrérie, et puis voilà, quoi, je veux dire, ça se fait naturellement, quoi. Et ça nous amène à aujourd'hui avec une boutique, ça y est, une boutique alors qui... Ça nous amène aujourd'hui, effectivement, d'abord d'une part, l'année dernière, on a eu beaucoup, on a été soucieux. On a été soucieux parce que Jackie Lesper, on savait que les Lesper arrêtaient à la fin de l'année et on ne savait pas qu'est-ce que ça allait devenir. Ah oui. Donc ça a été notre préoccupation, bien que nous n'ayons pas de qualité pour intervenir. On avait quand même imaginé à quelques-uns de mettre une pièce de 10 000 € chacun, quelque part, pour aider un repreneur. Eh oui. Chauffer au bain-marie. Ah, c'est très important. Alors, je crois que la vraie recette, c'est toujours de chauffer doucement parce qu'il ne faut pas que le jus... Effectivement, oui. Alors, c'est quoi le secret? Chauffer tout doucement, comme on fait actuellement. Je l'ai démarré sur le gaz. Ouais. Et puis après, voilà, j'ai mis une petite goutte d'huile d'olive au départ. Et puis comme il y a le jus se fond automatiquement et ça finit par chauffer. Alors, si ça bout, on va altérer le produit. Oui, on va devenir caoutchouteux. Voilà. On va éviter de la faire bouillir parce que ça la fait durcir, effectivement. Ouais. Donc on chauffe, c'est un produit qu'il faut faire chauffer lentement. Par contre, on peut la laisser chaude comme ça, au coin du feu, on peut la laisser toute la journée, elle ne craint absolument rien. Elle va se bonifier au contraire. Ouais, voilà. Ouais. Comme les plats qu'on mijote. Voilà. Tous ces plats que faisaient nos grands-mères, les grands-parents, on va dire. Sans trahir les secrets de fabrication, qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce? Eh bien, pour tout vous dire, il y a des carottes. Il y a des carottes, il y a de la tomate, il y a du vin blanc. Après, il y a tout ce qui est ingrédients, sel, poivre, ail, persil. Aromates. On a 23 ingrédients dans la défarde. L'huile d'olive, l'huile d'arachide, les oignons crus, les oignons cuits. Chaque ingrédient vient à un moment bien précis. Oui, complètement, oui. On fait une pré-cuisson déjà, on fait une pré-cuisson bouquet garni pendant 4h30, 5h, on va dire. D'accord. Une fois, on prépare notre sauce entre deux. Une fois que la pré-cuisson est faite, on enlève les 3/4 du jus, on rajoute la sauce qu'on a préparée au préalable. D'accord. Et on refait mitonner pendant 5-6 heures. Ah oui. Et voilà, on est un produit fini. On voit que tout est émincé, c'est extrêmement... C'est très fin. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a 10% de pieds à l'intérieur. On ne les voit pas forcément. Ce sont des pieds d'agneau qu'on incorpore et qu'on désose en fin de cuisson. D'accord. Et on les passe à la machine à hacher, on hache. Ça amène le côté gélatineux. Voilà, complètement, ouais. Et ça fait une sauce, des ancueuses, les carottes. Aujourd'hui, c'est spécial, on ne les a pas hachées, effectivement, parce qu'on a fait la médiévale.
C'est une recette encore différente de la crétoise. Oui. On a plein de recettes différentes. Alors, il y a la médiévale, La médiévale, crétoise. la crétoise et la chabrianaise. Alors, qu'est-ce que c'est la chabrianaise? Alors la chabrianaise, c'est un petit village qui est à 8 km d'ici. Ouais. Et c'est une fête qui rassemble environ 2500 personnes. D'accord. Babette, alors c'est un peu l'histoire c'est une passion cette. C'est vraiment une passion. Passion pour notre ville, passion pour ses spécialités. On aime créer, on s'est adapté tout de suite à créer et ils étaient fous de ça, c'est la région de l'agneau. Donc il fallait exploiter toutes les pièces de l'agneau. Et ben voilà, c'est une belle histoire. Tu es rentré dans la confrérie il y a combien de temps, toi? Alors je suis rentrée dans la confrérie en 2002, mais j'ai été capée en 2012. D'accord, 2000. Ah, c'est récent. Hein. C'est récent. Et toi, tu es rentré quand? Dans la Au confrérie? tout début, en 2002. 2002. Voilà. 2002. Ouais, 2002, automatiquement, À la on était naissance. à la naissance de la Bon, confrérie. formidable. Hein. Oui. Belle aventure quand même. Oui, hein. complètement. Ouais. C'est une récompense quelque part, on va dire. Eh oui, oui. Forcément. Vous étiez dans le métier peut-être avant? Pas du tout. J'ai tout fait. J'ai fait du médical, j'ai fait de la formation, Ouais. j'ai fait plein de choses. Et c'est venu comme une évidence. Ça s'est j'ai- imposé, en fait. Voilà, ça s'est imposé. Voilà, l'affaire de Mandeka a évolué. Donc on a choisi ça et on a développé, on a écouté les gens, notamment Jean-Louis Brun, Oui. qui était un fou de la défarde. Ah oui, Et puis surtout une vieille crétoise qui nous a beaucoup grondé en nous disant que c'était pas bon ce qu'on faisait. Qu'il fallait refaire et voilà, et on l'a travailler écouté. Différemment. Voilà, et c'est ce qui nous a permis d'en être là ce jour. Voilà. De parler, on a fait beaucoup aussi de concours. Donc le premier concours, on l'a commencé en 1982. Oui. On les a pratiquement tous faits. Oui. Et ce soir, ça se fait le jour de la Saint-Fréol. Oui. C'est toujours Oui. au mois de septembre, toujours autour du 20 septembre. Et le premier soir de la Saint-Fréol, on fait le concours de la défarde. D'accord. Et chaque année, il y a les professionnels qui se présentent. On l'avait Et filmé l'année dernière et puis cette Ouais. année on sera là aussi. D'accord, Parce que très bien. le vainqueur il est pas bien loin, il est derrière. Il est bien connu. Oui. Effectivement. Nous parlons de Franck, Et puis, forcément. alors Ouais, Franck, ouais, oui, non, super. oui, Franck, on a déjà fait un petit reportage sur Franck et puis c'est effectivement un passionné. Non. On a la chance d'avoir un garçon comme ça qui tient le magasin à l'heure actuelle. Oui. Franchement, c'est ce qu'on aurait pu souhaiter de mieux, on va dire. Je vais vous dire, vous êtes beau. Merci pour votre passion. Merci à Merci vous. pour cet amour du produit. Vous êtes formidable. On n'en doute pas, on n'en doute pas. Voilà, il reste plus qu'à Merci. à convier les téléspectateurs à venir découvrir cette défarde, à Il faut venir à créer. venir goûter, venir apprécier, et puis surtout les traditions, le respect, Le terroir. Le terroir, Toujours mais le oui, terroir. c'est le secret. Exactement. Et puis l'amour, hein, je vois qu'il y a de l'amour dedans. Ah oui. Merci beaucoup. Merci. Dans le respect de la tradition, Mistral TV s'est intéressé aux combats médiévaux animés par la compagnie Berserk. Nous avons pu observer le côté technique et très représentatif de ce combat.
Mesdames et messieurs, nous avons été fiers de vous présenter ces combats. Nous sommes la compagnie Berserk. Applaudissez votre main. Et nous sommes fiers et contents d'avoir des compagnons dans nos lignes qui se sont battus avec nous de la compagnie Madagascar. En arpentant les rues de Cray, Mistral TV a été séduit par la galerie du verre dans laquelle se trouvent moultes objets du XXe siècle, entre la céramique, du mobilier et même des peintures très attrayantes. Martial Duvert, donc une galerie à Cray, et donc on expose tout ce qui est artistique local, tout ce qui a marqué le XXe siècle drômois. Et donc il y a des grands peintres, on a André Lotte, on a Vambert, on a Glaise, on a tous ces gens qui ont marqué la Drôme. Oui. Et là en ce moment on présente deux projecteurs qui ont une histoire locale puisqu'ils ont été installés à Valence donc en début de ce siècle. Et ils ont été prêtés pour le film Cinéma Paradisio. Je ne sais pas si vous connaissez les chalumeaux pour découper le fer, oui. Le métal. C'est deux électrodes qui brûlent avec du charbon. Et là, on n'avait pas d'autre moyen pour faire une lumière intense nécessaire pour projeter un film. Donc il fallait jauger en permanence l'écart entre ces deux électrodes. Et alors il y a un plus et un moins. Il faut créer une chaleur ou une lumière. Voilà. Ouais. Le simple fait qu'elle s'approchait faisait que ça s'enflammait tous les deux. Il fallait bien entendu une évacuation de la chaleur, c'est pour ça qu'il y avait toujours les pompiers quand on projetait un film. Et en plus de ça, chose qui n'arrangeait rien, c'est que le support du film était en celluloïd qui est extrêmement inflammable. D'accord. Donc c'était très très courant, la pellicule s'enflamme. Bon, ils arrivaient à traiter ça parce qu'ils passaient d'un projecteur à l'autre très très rapidement pour pouvoir éviter un drame. Oui. Et là, à Valence, ce qui est dramatique, c'est que rien de grave ne s'est passé avec la salle, mais il y a eu ce mouvement de panique qui a fait que tout le monde a... C'est monté dessus, quoi. Ouais. Et alors, on voit donc les arcs, et ensuite le film, la bande passe... Alors, le film est bien de ce côté. Alors, là, c'est pour la lumière, et oui. Ici, on a donc le film qui partait d'ici et qui s'enroulait en bas. Donc, voilà, il tourne, il passe devant l'optique. Devant l'optique qu'il a. Et il y a ce qu'on appelle un obturateur qui fait qu'en fait, ça fait passer la lumière ou pas la lumière pour pas qu'on voit défiler le film. D'accord. Chaque fois, ça... Et oui, les images secondes. Voilà. Il a été prévu pour le cinéma muet et il a été sonorisé dans les années 20-30 pour évoluer avec le progrès. Ce qui est très marrant, c'est que au moment du passage du film muet au film sonore, il y a eu des pétitions d'intellectuels, surtout les surréalistes. André Masson en tête a fait signer des pétitions pour s'opposer au cinéma sonore. En disant qu'ils allaient perdre au niveau de tout ce qui était charme du cinéma. Et oui. Ça fait, comme le noir et blanc avec la couleur, comme à chaque fois qu'il y a il y a eu des opposants. Des opposants qui sont opposés à un certain progrès. D'accord. Voilà. Alors, un appareil comme ça, donc on a bien compris, début de siècle, il a été donc retravaillé ensuite avec le progrès, ouais. Et ça a
ça tournait vers quelles années, ça? Dans certaines salles, on peut dire que jusqu'aux années 50, ils n'ont pas évolué. Jusque dans les années 50. Ouais. Mais c'était tellement dangereux qu'à partir des années 50, ils sont passés à autre chose. Ils sont passés aux lampes qui étaient quand même beaucoup plus sûres, beaucoup plus dangereuses. Mais le gars qui est parti là, juste avant, c'était un projectionniste. Lui, il racontait qu'en fait, dans des salles privées, ça arrivait d'être utilisé jusqu'aux années 70. Mais bon, ça consommait énormément d'électricité d'abord. C'était vraiment Et alors, ces appareils-là que vous avez en exposition sont en vente ou bien c'est les musées qui vous le prêtent? Comment ça marche? C'est votre collection personnelle? Si je vous racontais comment ça s'est passé, moi je les ai acquis d'une façon assez... Il s'est tourné un film dans la région. Je vous trouve très beau avec Michel Blanc. Oui. Ça se passait à Oriples, là. Moi j'ai prêté tout le décor, autant côté agence patrimoniale que la ferme. Et le gars, il me dit, on a déjà travaillé dans cette région, on était venu chercher des projecteurs pour le film Cinéma Paradisio à Valence. Et il me parle de ça, et moi je me dis, mais vous les avez ramenés à Valence, ces projecteurs? Il me dit, oui, certainement que le gars va repasser pour nous voir. Et c'est comme ça que j'ai pris contact, et je les ai achetés. D'accord. Et c'est hors de question que non, mais après, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, c'est intéressant qu'on puisse se rendre compte que des fois les choses se font, elles ont de se faire, quoi, finalement. Une petite chose qui est assez rigolote aussi en ce moment, ce casque, je ne sais pas si on parle du débarquement, c'est toute une histoire au niveau de la guéguerre entre les Français et les Américains qui voulaient gagner du temps pour encercler les Allemands. Et en fait, il y a eu une manœuvre qui s'est mal passée et les Allemands, en fait, tuaient tous les Américains qui ont pu remonter la vallée de la Drôme, et ça fait partie d'un des casques américains qui a été dans un char, un des deux chars, les premiers chars qui ont traversé la vallée de la Drôme, et ça fait partie des casques retrouvés sur place. D'accord. Ah, oui. Dans la région, il s'est passé tellement de choses là, au XXe siècle. On a un musée qui a réouvert à Valence, le musée donc, de Valence qui a été restauré par Philippon. À l'intérieur, je regrette que le côté dromois ne soit pas assez défendu, parce qu'on a vraiment une histoire locale qui est très très intéressante, et ça reste à faire, quoi. Il reste à mettre ça en valeur aujourd'hui. Et il y a des peintres, Vols, le musée de Valence ne peut pas se le payer, ça c'est hors de question. C'est une très très belle histoire aussi. C'est un peintre qui était d'abord un musicien allemand, qui était contre le fascisme. Quand Hitler vient au pouvoir, il s'enfuit en Espagne. Voilà, en Espagne, ils sont en pleine guerre civile, ils nous le renvoient en France. En France, on l'enferme puisqu'il était allemand. Tout de suite, on va les mettre les parquer dans des camps, le camp d'Émile à Aix-en-Provence, où il va rencontrer Max Ernst, Eisenschitz, il y en a plusieurs ici, et Segers qui va monter sa maison d'édition après. Ils vont s'évader tous les quatre. Max Ernst va s'installer en Ardèche, à Saint-Martin-d'Ardèche, et il va donner le goût à la peinture à Vols. Vols, il a un penchant pour l'alcool qui est immodéré, et les premières toiles sont à base de vin. C'est du vin, c'est du vin. Et là, c'est des taches de vin qu'on voit. C'est des taches de vin qui fait. Quelle technique. Ouais. Et c'est une histoire de dingue parce qu'en fait, il va faire passer une vie de clochard à Diolfi. La guerre finie, c'est André Masson, le surréaliste, qui va venir le récupérer à Diolfi et le faire exposer à Paris. Et ce qui est incroyable, mais vraiment incroyable, et on peut le vérifier pour les achats des dates, où vous allez à Berlin, à la Neue Galerie, c'est les Allemands qui vont acheter des Vols les premiers. Et oui. Et ça, c'est impressionnant parce qu'on est à 6 mois de la libération. Ils ont déjà compris. Ouais. Et malheureusement, Vols va mourir très très vite derrière. On ne sait pas si c'est pas sa femme qui l'a empoisonné parce qu'elle était nostalgique de la vie de Patachon qu'ils avaient à Diolfi. Et donc la période peinte est unique à Diolfi. C'est 4 ans à peu près de travail. Aujourd'hui, il y a une pièce entière à Beaubourg en permanence au premier étage de Vols. Ça vaut vraiment une fortune. Et puis c'est assez... moi je ne connaissais pas les peintures à base de vin, c'est quand même exceptionnel. Ouais. Les rapaces, utilisés par des fauconniers au Moyen-Âge pour principalement chasser le gibier dans son milieu naturel, étaient aussi présents à Cray. Quelques démonstrations nous ont permis de comprendre leur technique. Alors cet oiseau, c'est une buse du Mexique. La buse du Mexique, eh bien, comme les buses de nos régions, elle chasse en général
posée sur un piquet. Posée sur son piquet, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle surveille les proies qui passent à sa portée. Les proies qui passent à sa portée, elles sont de petite taille. Ce sont bien souvent les souris. Les souris, les campagnols. Eh bien, cet animal, quand elle est posée sur son piquet, elle va pouvoir les surveiller juste devant elle, 1 mètre, 1 mètre 50 de distance. Elle se laissera tomber dessus et elle attrapera sa proie. C'est de cette façon que cet oiseau est capable de chasser. Elle va chasser très facilement des proies de la taille jusqu'à un lapin. Allez, Hélène, appelle là-bas. Et puis on va lui faire un dernier rappel. Ouais, l'autre, elle promène un petit peu, c'est pas grave, t'inquiète pas. Après. Allez, Luc. Alors, ces oiseaux qui viennent du Mexique, eh bien, ils prennent un petit peu leur temps tranquillement. Allez, viens. Allez, un dernier petit bout. Hop. Là, attrape, en l'air. Hop. Oh ben non, ouais. Tchoup, tchoup, tchoup. Voilà. Alors à chaque fois l'oiseau mange, eh bien une petite récompense. Cette petite récompense, c'est un petit morceau de viande. En effet, ces oiseaux ne sont pas attirés par les bonbons, les friandises, un caramel, un morceau de pain, ça ne les intéresse pas. La seule chose qui les intéresse, eh bien, c'est ces petites récompenses. On va voir s'il veut redescendre un petit peu sur son leurre, mais là aujourd'hui, cet oiseau, eh bien, il profite un petit peu des vacances là. Tec, hop. Alors vous voyez que le dressage des oiseaux, eh bien, c'est quelque chose qui reste quand même un petit peu aléatoire dans le sens où ne croyez pas que parce que l'animal est habitué à travailler, celui-ci c'est un oiseau qui a 4 ans, eh bien il y a des jours où ils n'ont pas forcément envie de faire plaisir à tout le monde. Allez, viens là. Elle a vu que c'était pas un lapin, ouais. On va vous présenter maintenant un autre oiseau qui est complètement différent, lui. Cet animal, il vient d'un pays lointain, il vient d'Amérique du Sud. Let's go. Là. Et lui, à la différence de la buse, eh bien cet animal, regardez-le, il se déplace, lui, en courant sur le sol. C'est le champion de la course à pied. Cet animal, en courant sur le sol, il va chasser un gibier différent. Il va chasser quoi? Dans les sables du désert, il va chercher les lapins. Mais il va chercher aussi, Dalgo, reste là. Il va chercher surtout les lézards. En effet, il est capable, cet animal, en les poursuivant sur le sol, de rattraper les lézards. Attention. Hop. Voilà. Il est capable d'attraper des lézards de très grande taille. Il va même pouvoir... Essaye de prendre le verre là-bas parce que moi si je viens le chercher. Non. Oh, il est dedans, ça fait rien. Tec. Alors, le caracara, il a cette démarche un petit peu préhistorique. Il a aussi une particularité sur le bec. Sa peau qui est de couleur jaune orangée, quand il se met en colère, elle va devenir presque rouge. Et à ce moment-là, vous saurez qu'il ne faut pas venir l'importuner. Cet animal, quand il a cette couleur rouge sur le bec, eh bien c'est qu'il est de très mauvaise humeur. Restez derrière, s'il vous plaît. Hop. Alors ce caracara, il pèse environ 1,2 kg, hein, et il est très rapide à la course, c'est un faucon. Un faucon terrestre qui vit au Pérou. Là-bas, son nom, le caracara, ça veut dire malin-malin. Malin-malin parce qu'il est capable, eh bien, de retourner des objets pour chercher sur le sol, eh bien, tout simplement,
tout simplement des gros insectes qui sont cachés sous des pierres. On va faire les laisser avec ici, sous mon gant, j'ai mis une petite récompense et vous allez voir l'oiseau avec ses pattes, il retourne le gant et sous le gant il va trouver eh bien, cette récompense. Cette récompense c'est un gros insecte qu'il a trouvé qui se mettait à l'abri sous les pierres. Allez, on va rentrer notre ami Dalgo. On va essayer de faire descendre encore un peu notre ami Tech. Oh les l'autre. Alors l'oiseau qui va venir maintenant, c'est un animal de plus grande taille, mais qui est jeune. Cet animal, il a seulement 4 ans. À 4 ans, eh bien, c'est encore un gros bébé. Et ce jeune oiseau, vous allez le voir, il a une couleur un petit peu particulière. C'est un aigle qui nous vient du continent nord-américain. Là-bas, pendant des siècles, les Indiens d'Amérique ont vu en lui, eh bien, le grand représentant pour eux du dieu de la nature. Ils l'appelaient Wakatonka. C'était le représentant de la nature pour la nation indienne. Quelques siècles plus tard, cet aigle est devenu l'emblème des États-Unis. Il pèse environ 4 kilos, 2,30 m d'envergure. Alors cet oiseau, à la naissance, il a une particularité, il est complètement noir. Il n'aura la tête et la queue blanche que lorsqu'il aura 6 ou 7 ans. Le nôtre à 4 ans et demi, vous le voyez, il a encore eh bien, des plumes légèrement noires sur la tête, légèrement noires sur la queue. Le bec n'est pas complètement jaune, ça veut dire qu'il n'est pas capable de se reproduire pour l'instant. C'est un adolescent. Cet oiseau est capable de sortir de l'eau un saumon de plus de 6 ou 7 kilos. La première année de sa naissance, la moitié des oiseaux qui vont naître vont se noyer en pêchant des poissons trop gros. Là, il pèse environ 4 kilos. On va le poser et puis on va vous présenter son papa. Alors son papa, vous allez le voir, c'est un oiseau adulte. À la différence de notre ami Atala, il a la tête complètement blanche, la queue complètement blanche et le bec complètement jaune. Il est lui à maturité sexuelle, la preuve, il a engendré celui qu'on vient de faire voler. C'est un oiseau qui a 15 ans. C'est des oiseaux qui vont vivre une quarantaine d'années. Et Atala, celui que vous allez voir maintenant, est avec nous depuis 18 ans. Kilin, hop, hip, là. Alors Kilin a 18 ans. Quand il a engendré Atala, la femelle a pondu 2 œufs. Et chez cette espèce d'aigle, eh bien, les 2 œufs sont élevés par la mère. Il n'y a pas de caïnisme entre les petits, comme chez l'aigle royal. Les 2 oiseaux arrivent à terme. Cet animal vit sur les falaises, au bord des lacs, au bord de l'océan. Il est capable de gérer des vents à plus de 100 km/h. Quand il ne pêche pas, il va pouvoir chasser eh bien, tout ce qui est canard, poule d'eau et même les mouettes et les goélands en bord de mer. C'est vous dire si, là vous le voyez voler tranquillement, il fait du point à point, on n'a pas l'espace pour le faire monter. Si on avait été sur un site comme le château ou quoi, cet oiseau aurait pu monter plus haut dans le ciel et gérer le vent qui est toujours présent ici dans la vallée de la Drôme. Mais le but c'est de vous les présenter à proximité. On vous les présente juste devant vous et on va même... Allez, tiens, je vais aller un peu dans la tribune là. Hop. Vous poussez pas des grands cris, il va venir au-dessus de nous là. Kilin, là, kip, là. Je vous demande d'applaudir chaleureusement les oiseaux qui vous ont fait plaisir de travailler ici en milieu urbain.
Ces animaux, eh bien, sont encore présents dans toutes les campagnes, un petit peu partout sur la planète. Il nous suffit à nous autres, les hommes, de respecter un petit peu leur environnement. Et de cette façon, nos enfants, petits-enfants, pourront voir encore pendant longtemps, eh bien, ces animaux vivre à l'extérieur. En captivité, notre rôle à nous se borne d'essayer de remplacer les espèces qui ont disparu, de réintroduire des animaux dans des régions où ils ont été excessivement chassés et maltraités par des produits que nous autres humains, nous avons répandus sur la planète. Merci à tous, merci d'applaudir chaleureusement nos compagnons. Alors moi je m'appelle Fabien Lorenz, Oui. ça s'écrit avec 2 L au début, comme Lorenz. mes oiseaux, Ouais, d'accord. c'est d'origine catalane. Et vous êtes basé où alors? Alors nous on est basé dans l'Allier. Oui. On est basé dans l'Allier, on a acheté une ferme il y a 5 ans. Au départ on est originaire d'Aix-en-Provence. D'accord. Et on a acheté une ferme parce qu'on s'appelle Hippogriffe, parce qu'on travaille aussi bien avec les chevaux et les oiseaux. D'accord. Donc l'hippogriffe c'est un animal mythologique, mi-aigle, mi-cheval, qui nous permet d'avoir trouvé un logo là qui est Je comprends bien. en relation avec nous. Alors vous travaillez pour le cinéma peut-être ou peut-être alors On fait un comment petit ça peu de marche? publicité, on a participé au tournage de la publicité des parfums Nina Ricci par exemple avec Ouais. la chouette que vous avez qui est posée là-bas. magnifique, oui. Voilà. On fait peu parce que le marché du cinéma c'est un milieu particulier. Les gens qui travaillent pour le cinéma travaillent pour le cinéma. Nous on est plus sur l'événement historique. D'accord. Donc on fait des fêtes médiévales, on fait des fêtes à thème, romain, Napoléon, western, etc. Alors comment ça se passe le dressage pour un oiseau, pour un... Alors le dressage pour un oiseau, ben, ça va commencer d'abord par créer une relation avec Oui. un animal sauvage qui naturellement au départ a peur de l'homme. Oui. Cette relation, eh bien, ça va être d'abord passer du temps avec. Oui. Passer du temps avec, obtenir que l'animal, eh bien, plutôt que de partir dans l'autre sens quand il vous voit arriver, il vienne vers vous. Oui. Alors ça marche avec une petite récompense. On va pas nourrir l'animal pour le faire venir, parce que là, ça engendrerait un comportement d'agressivité. Oui. La récompense, c'est ce qui met un petit peu qui perturbe un petit peu le public, c'est que la récompense, c'est un morceau de viande. Et ce morceau de viande, ben, forcément, c'est aussi le repas de l'animal. Eh oui. Mais il ne mange que de la viande, donc on ne peut le récompenser qu'avec de la viande. De la viande. Si vous dressez des dauphins ou des orques, ben, la récompense, c'est aussi un poisson, malgré qu'il ne mange qu'un poisson. Bien sûr. Mais on ne le fait pas travailler par rapport à la viande. Combien d'heures par jour ou combien de temps avec chaque animal? Une fois que le relationnel est fait, vous n'avez pas besoin d'y passer autant de temps. Mais au début, c'est vraiment beaucoup de temps. C'est même certains, on va y passer 4-5 heures par jour dans la phase d'apprentissage. Ouais, d'accord, c'est- Après, quand la relation est créée, on a besoin d'y passer moins de temps. D'accord. Et pour les chevaux, j'imagine c'est un petit peu similaire peut-être? Alors, les chevaux, on reste sur un animal qui, par moment, a des comportements similaires, un petit peu craintif, un petit peu sur l'œil. Vous avez vu, là, on a un oiseau qui est sur le toit. Il y avait beaucoup de monde tout à l'heure. Il était un petit peu timide. Là, si je le rappelle maintenant qu'il n'y a plus de monde et qu'il y a moins de monde, il va descendre tout de oui, suite. oui. C'est juste que, bon, ben, là, on est dans une configuration extrêmement difficile pour eux. Peu d'espace et beaucoup de public autour. Oui, bien sûr. Et en milieu Ça urbain. les perturbe, oui, bien sûr. Alors, ça les perturbe pas parce qu'ils sont habitués à ça, mais on est en début de saison de spectacle. On est en début de saison de spectacle et forcément, eh ben, il faut que les animaux retrouvent une routine de travail. Oui. Sachant que quand il y a la période hivernale, quand ils sont arrêtés, eh bien, ces animaux vont prendre un petit peu de recul par rapport à nous. Oui. À la différence des chevaux qui, eux, le cheval, vous allez le laisser 2 ans dans un pré, vous allez le chercher, vous lui remettez un ligol. S'il a bien travaillé, il retravaille comme si ça ne s'était pas arrêté. Oui. Bon, et alors j'imagine que tout l'été, là, les spectacles vont s'enchaîner. Alors tout l'été, les spectacles vont s'enchaîner. On en a un petit peu moins qu'avant. Je ne vais pas vous dire que la crise n'est pas là. Hein. On est les premiers touchés par la perte de subventions, par la perte d'aide des communes comme ici. Le budget qui est dévolu au spectacle animalier, comme partout, il est coupé en 2, voire en 3. Et nous, ça devient de plus en plus difficile parce que on a des chevaux à nourrir, des oiseaux à nourrir, du personnel à entretenir. Quand on est ici, il y a du monde à la maison qui s'occupe des animaux qui ne sont pas là. Et pour les animaliers, les temps sont difficiles. Ouais, les fins de mois Alors, aussi. pour boucler les fins de mois, nous, quand on est sur une animation comme ici, on va présenter des images de nos animaux au travail. Et puis ça nous fait des compléments. Voilà, ça permet à long terme, quand on doit acheter du matériel, sono ou autre, pour le but étant de venir partager une passion en milieu urbain avec des gens qui n'ont pas l'occasion d'aller observer ces animaux dans la nature et de pouvoir porter la bonne parole entre guillemets. On a perdu les biotopes,
on perd la biodiversité. À nous humains d'essayer de réparer les dégâts du mieux qu'on peut. Ah oui, bien sûr. Et ce message pédagogique qu'on essaye de faire passer est là pour ça. D'accord. On va peut-être redonner votre adresse si les gens veulent vous joindre. Alors, votre téléphone. le plus simple, c'est le site internet Oui. Hippogriffe. Hippogriffe. Ça s'écrit la moitié comme hippo de hippodrome, cheval, et griffe comme les griffes des oiseaux. Hippogriffe. Vous tapez ça sur internet, Et là, on hippogriffe.net, arrive, d'accord. et vous arrivez chez nous, vous trouverez tout. Il y a un petit livre d'or, il y a l'adresse. Merci beaucoup. On reçoit des groupes en Auvergne, on reçoit des jeunes qui veulent faire de l'initiation. Merci pour le spectacle que vous nous avez offert. Merci pour votre travail et votre passion. Merci à vous de votre gentillesse et de faire passer la bonne parole autour de nous. À bientôt, à l'année prochaine. J'espère. Au revoir. Au revoir. Place Pézon, une petite scénette de rue a séduit le public venu nombreux à Cré. On y a joué Charlemagne, le petit cochon. Princesse, tapez sur le seau. Bravo. Regardez dedans. Il est vide. Ah, monseigneur, tapez sur le seau. Oui, bravo, regardez dedans. Il est vide. Tapez sur le seau. Montez sur le plateau. Oui, ça c'est une ruse. Venez ici. Regardez tous nos invités, souriez, c'est important. Vous êtes en bonne compagnie. Ah, monseigneur, vous me faites plaisir. Vous nous avez rejoints en cette petite soirée. Tapez donc sur le seau, monseigneur. Oui, bravo, regardez dedans. Il est vide. Oh, gentille dame, tapez sur le seau. Ah, mon cochon. Je vois que tu as bien fouillé la terre aujourd'hui. Tu t'en as mis partout. Je suis fier de toi. Tu es venu pour bien profiter en cette belle journée à Cré, n'est-ce pas? Mais si, pour bien ripailler, pour bien festoyer, pour faire bonne bombance, bonne pitance de cochon. Non. Si. Et pour cela, tu as dû prendre avec toi tes plus belles monnaies d'or. Non. Et connaissant ton extrême générosité, tu as certainement une belle pièce d'or à me donner. Non. Mais une petite alors? Non. Un petit morceau? Non. Mais fais un geste, mon cochon. Non. Effectivement, elle est si petite que je ne la vois point. Tu n'as donc point d'or sur toi, mon cochon? Honte à toi! Les bras vers le ciel, les bras en l'air. Si, c'est important. Ah, si c'est pour dire toujours non, ce n'est pas très... Mais qu'est-ce que tu caches ici? Fais un tour sur toi-même. C'est de la résistance. Tu me mens. Tu veux tricher. Tu veux me cacher quelque chose? Non, je vais simplement vérifier. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une belle pièce d'or. Ah! Je la remets dans le seau. Tu la vois? Attention, derrière l'oreille, là, tourne-toi. Une pièce d'or. Je fais un tour. Il y en a combien? Il y en a deux. Qu'est-ce que je t'ai fait ici? Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ah! Ne bouge pas! Ne bouge pas, je vais craquer. C'était resté collé! Je viens de percer ton secret. Tout à l'heure, en arrivant, tu as longé le fossé fraîchement détrempé. Tu as découvert un précieux coffret, hein. Tu l'as dérobé, tu l'as écrasé, tu as piqué les couronnes et les colliers qui s'y trouvaient, et peut-être même que de la boue est restée collée sous ton soulier, ainsi que quelques deniers. Soulève. C'est décollé. Je te sens un peu tendu, mon cochon. As-tu mangé avant de venir? Tu n'as pas mangé? On dirait pourtant. Un flux gastrique t'indispose? Frotte-toi le ventre. Plie sur les jambes. Nous allons vérifier si les catarrhes ne descendent pas de la tête jusqu'au pied. Et voilà. Ça va mieux? Mon cochon, regarde. Ah, quelqu'un qui n'a pas vu. Lève la tête vers le ciel. Ouvre grand la bouche. Ah. Là. Mais ne mords pas. Viens ici. Regarde-moi dans les yeux. Tu me mens. Ton nez de cochon grandit. Il remue. Prends ton doigt. Mets-le dans le nez. Dans l'oreille. Dans la bouche. C'est pas dans cet ordre-là. Fouille un peu partout. Tu n'as pas d'or sur toi, mon cochon? Mais fouille tes poches. Je ne lui fais plus confiance. Il me ment. J'en suis persuadé. Il me jette. Un tour!
Viens ici. Ce n'est plus un nez de cochon, c'est un gros cornichon. Oui, tu peux rigoler. Tu es entouré par les pièces d'or aujourd'hui. Elles passent devant toi. Est-ce que tu les vois? Bon. Est-ce que tu as un peu d'imagination? Est-ce que tu les vois? Bon. Est-ce que tu connais le mot effort? Oui, bah fais un effort et un peu d'imagination. Alors, prends ta main droite. Oui, c'est celle-ci. Regarde passer les pièces. Fais comme moi. Attrape la plus belle, la plus grosse. Vas-y, fais comme moi. Tu la serres bien fort et tu la jettes dans le seau. Mais non! Tiens là. Serre-la très fort et jette-la dans le seau. Bravo! Elle passe devant toi. Attrape-en une autre. Tu la serres et tu la jettes dans le seau. Ah! Ce n'est plus un nez, là, c'est une trompe d'éléphant. Hein? Serais-tu toujours cochon tout de même? Éternue dans le seau. Atchoum. Un peu plus fort. Ah! Oui, encore plus fort. Oh, mon cochon! C'était trop fort. Ah! Ah! Eh bien voilà! Ah, mon Seigneur! Mon Seigneur! Je te remercie de ta générosité. Et sous les acclamations à ta place, tu vas pouvoir reprendre. Ah, gentes dames, nobles seigneurs, damoiseaux, damoiselles, grâce à tout cet or et malgré les interdictions des autorités maintes fois répétées, nous vous annonçons que Charlemagne, le petit cochon, est pour aujourd'hui relaxé. Désolé, monseigneur, pour donner raison à l'accusation, sachez que nous lui réserverons dans quelques heures la suprême punition. Gentes dames, mes seigneurs, à la taverne, venez tous boire, laissez-nous le temps de préparer le saucisson, faites la fête, sachez-nous gré de nos ébats. Benoît Boissé, président de l'association Épée Médiévale, nous explique comment reconstituer le geste avec l'épée pour retrouver les techniques de combat d'autrefois. Alors, Boissé Benoît, donc je suis le président de l'association Épée Médiévale. Épée médiévale, Voilà. c'est où ça? À Clérieux. À Clérieux. C'est vers Romans. Oui, je vois bien. Donc, Épée Médiévale, épée est l'acronyme d'études et pratiques de l'escrime européenne médiévale. Oui. L'association a pour but de reconstituer le geste martial. On se base sur des traités de combat, Oui. donc, qui ont été écrits par des maîtres qui ont existé à l'époque médiévale, aussi de la Renaissance. Et ces traités parlent de techniques à utiliser face à différentes situations sous forme de duel. Voilà. Donc, donc vous reproduisez les armes ou aussi les combats? Alors, les deux? Nous, c'est les combats. Les combats. Les armes, par contre, on investit, nous achetons donc les armes pour pouvoir pratiquer les combats. Oui. Voilà. Nous présentons au public ces techniques de combat en étant le plus pédagogique possible. Et après, nous pouvons aussi leur montrer sous forme de combat en utilisant des protections modernes pour la sécurité des pratiquants. Éviter de perdre des... Voilà, vous n'avez pas les 7% de perte? Non, on n'a pas le droit à ça. Voilà. Donc voilà, et la qualité pour nous est très importante, c'est-à-dire la qualité des recherches historiques, parce que c'est une démarche d'historien, on est autodidacte, mais on a une démarche d'historien puisqu'on nous interprétons les textes et aussi une qualité au niveau des outils que nous utilisons. Qui sont le plus près possible des armes. Par exemple, les épées médiévales qu'on utilise, au niveau du poids, sont des poids exacts, c'est-à-dire une épée médiévale à deux mains, il faut compter entre 1,1 kg et 1,5 kg. D'accord. Voilà. Pareil, au niveau de l'acier, il faut que l'acier soit de bonne qualité. Oui. C'est important. Voilà, l'équilibre de l'arme. Et donc, une fois qu'on a réuni les bons outils, les bonnes personnes qui se sont un petit peu entraînées,
vous faites des démonstrations peut-être? Voilà, démonstrations dans les fêtes médiévales. Ouais. Démonstrations dans les colloques d'arts martiaux. Oui. Donc il existe des rassemblements comme le rassemblement international qui s'appelle l'IMAC. Et c'est le plus grand rassemblement européen. Et ce rassemblement n'aborde que les arts martiaux historiques européens. D'accord. Voilà. Et alors on pourra vous retrouver à quel moment et où là alors vous pouvez nous retrouver sur la journée du patrimoine à Cré. Oui. Qui se déroulera mi-septembre ou fin septembre. Je ne sais plus exactement la date. Et puis sur Crussol aussi également. Sur Crussol on sera présent, mais peut-être pas en tant qu'association, mais en tant que personne. S'il y a des collègues là qui sont en armes, peut-être que vous pouvez nous montrer un petit peu à la caméra, peut-être qu'on peut les appeler là, les camarades. Bonjour messieurs. Oui. On va montrer peut-être un peu vos armes. Allons-y. Alors là c'est un bouclier et une épée rond lenticulaire. Ouais. Donc, qui est composé d'un umbo qui est en métal. Ouais. Donc le umbo ça sert à casser les lignes de bouclier. D'accord. Voilà, parce que sinon si on arrive dans des lignes bouclier contre bouclier, c'est au plus fort, c'est le plus fort qui va l'emporter. Ça permet d'ouvrir un peu le bouclier de l'adversaire pour pouvoir le transpercer. Et ça. Et alors c'est les fameuses épées qui font 1,5 kg, c'est ça 1,2 kg, ouais, celle-là elle est légère encore, elle fait 1,2 kg. Parce que c'est peut-être c'est une 90 ça oui, à peu près, ouais. 90, c'est une épée viking. Ouais. Donc qui date, c'est sourcé, on a retrouvé ça dans les 8e siècle, 9e siècle à peu près. Donc c'est des épées de tranche principalement, donc c'est pour ça qu'elles sont bien larges. Ouais. Donc très peu courtes parce que avec l'épée bouclier, c'est pour aller, c'est du corps à corps, quoi. Enfin c'est du combat proche. Rapproché. Voilà. Ensuite, et puis la maille de côte. Hein. Voilà, la côte de maille. Donc voilà. La côte de maille, donc là je suis habillé en 10e, 11e à peu près l'équipement. Ouais. Donc la côte de maille, alors historiquement on en trouve beaucoup actuellement dans les représentations parce que c'est ce qui est le plus sourcé et c'est ce qui est le plus facile actuellement à faire. Ouais. Mais à l'époque c'était plus des broignes à plaques. Des broignes. Des broignes. C'est une armure. Restez poli, hein. Des broignes. C'est une armure à base de cuir et d'écailles ou de plaques métalliques, ça dépend. Ouais. On en a retrouvé des sources à Andon ou Charavine. Voilà, donc c'était plus attesté pour la piétaille, on va dire, entre guillemets, quoi. La côte de maille, ça reste pour les riches, quoi. Et votre collègue, il a même le crâne, hein, qui est protégé. Voilà, moi aussi. Vous aussi, alors vous avez un... Ah oui, la côte, voilà, elle est intégrale, bon je vais pas la mettre. C'est dommage. Ouais, bah non. C'est bon, je viens de l'enlever, j'ai pas envie de la remettre. Votre collègue par contre... Voilà. Alors lui, voilà. Lui, il est un peu plus tardif. Ouais. Lui, il est 13e. Ah ouais, je m'en doutais. Voilà. Maintenant que vous le dites, il est un peu plus tardif. Donc on voit la forme de l'écu notamment. Ah oui, c'est plus rond. On a abandonné le humbo. Il y a un système d'énarmes dessus. Et ouais, c'est plus ça repose sur la jambe, donc on s'en sert plus de façon fixe, enfin de manière fixe. Sinon l'épée, il y a des protections aussi. Elle a aussi une évolution. Oui. C'est toujours une arme de taille, mais ça commence à se préciser un peu pour fonctionner en stock aussi. Les quillons de la garde sont plus allongés, sont même recourbés pour pouvoir mieux bloquer les coups adverses. Enfin voilà, c'est la suite logique, on va dire. Bon. J'ai également un aubergeon. Un aubergeon. Oui. Le aubert, c'est quand ça arrive avec des manches longues, par exemple, des choses comme ça. Là, moi, c'est les manches courtes, donc on parle de aubergeon. Ah, d'accord. Voilà. Et alors, si on vous rentre dans votre véhicule au feu rouge, vous sortez habillé comme ça on fait le constat à l'amiable. Non, parce que je les enlève. Par contre, si vous me renversiez en mob il y a quelques années, il y avait des chances que vous me trouviez comme ça. Bon, en tout cas, vous êtes magnifique. On voit le travail là qui est fourni, qui est formidable. Et puis, on comprend bien le travail de recherche qui est fait. Et finalement, c'est vrai que vous faites aussi vivre un petit peu l'histoire à travers vos recherches et vos documentations. Et puis, les vêtements aussi qui sont... retrouvés ou refaits peut-être. Ah ouais. Tout à fait. Bon, écoutez, on va venir vous voir peut-être, on aura l'occasion de voir vos combats avec un certain intérêt maintenant qu'on a un éclairage un peu ça marche. Nouveau. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Merci, au revoir.
Replonger dans l'univers médiéval, c'est le pari réussi par la ville de Crest qui, chaque année, propose aux touristes de visiter la ville, mais aussi de revisiter les pratiques moyenâgeuses pour en comprendre les techniques et les traditions. Chaque instant, chaque seconde, les portes du temps ouvertes nous permettent de faire un bond en arrière pour être dans la peau d'un saltimbanque, d'un paysan, d'un marchand ou encore d'un noble et de s'en imprégner les cultures d'autrefois. C'est ce qu'a voulu transmettre la ville de Crest qui chaque année renouvelle cette très belle expérience pour faire profiter aux touristes mais aussi aux habitants drômois et ardéchois d'un environnement qui n'a d'égal que cette pure tradition moyenâgeuse. La ville de Crest vous donne rendez-vous les 23 et 24 mai 2015.